Philippe Charlez, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des grands experts en France sur les questions énergétiques et plus particulièrement auprès de l'Institut Sapiens. Je voulais un peu vous demander quel est d'abord le bilan que vous tirez de ce premier tour de l'élection présidentielle et comment vous voyez le second tour et notamment les programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour à l'aune des enjeux énergétiques, justement. Alors, je crois que on va d'abord peut-être aller dans la campagne électorale. Et je crois que pendant la campagne électorale, il y a un certain nombre de messages qui ont été intéressants. Le premier message, c'est sur le problème du nucléaire. Le nucléaire était jusqu'à il y a encore, je dirais 6 mois, moins d'un an, le mal absolu, et il est devenu tout à coup la solution miracle, et ça sera d'ailleurs, on le verra plus tard, une solution miracle, parce que le temps est quand même quelque chose qui est fondamental dans le domaine de l'énergie. Alors, il faut se rappeler simplement le petit historique depuis l'été dernier, où on s'est aperçu que les prix, notamment du gaz, se mettaient à flamber. Alors, ce n'est pas une surprise pour moi, puisque je l'avais annoncé dès 2017-2018. On observait dès 2018 une augmentation faramineuse de la demande de gaz, qui intervenait en fait en filigrane de l'augmentation de la demande électrique, qui elle-même apparaissait parce que les renouvelables dans lesquels on avait investi étaient incapables de satisfaire l'accroissement de cette demande électrique. Et donc la demande de gaz, elle résulte en fait de l'accroissement de la demande électrique et de l'incapacité des renouvelables à satisfaire cette demande. Et parallèlement, on avait assisté à une baisse de l'offre gazière parce que depuis 2015, les investissements dans le gaz et le pétrole ont diminué de façon drastique. On est passé de 780 milliards de dollars en 2015 à 326 milliards de dollars l'an dernier, ce qui signifie donc que réduction de l'offre et augmentation de la demande, il n'y a pas de secret, les prix ont flambé. Et ces prix qui ont flambé, évidemment, la crise ukrainienne en a remis une couche, si j'ose dire, de par l'inquiétude et puis la possibilité encore d'une réduction de l'offre due à la baisse de la possible offre gazière. Il ne faut quand même pas oublier que la Russie est le deuxième producteur gazier mondial. Et donc, face à cet accroissement du prix du gaz, le nucléaire a repris des couleurs et les gens se sont aperçus que si on continuait à promouvoir le couple renouvelable gaz, le 100% renouvelable étant évidemment, comme vous le savez, une utopie décroissantiste des Verts, on ne pouvait que voir une reprise de confiance et un relancement du nucléaire. Et ce nucléaire... Et d'ailleurs, l'homme politique qui est le premier, le dirigeant politique qui est le premier a vu revenir cette nécessité du nucléaire, c'est Emmanuel Macron, qui avant même d'entrer en campagne, est revenu sur sa philosophie énergétique pour proposer de remettre du nucléaire à plus ou moins brève échéance. Mais est-ce que, est-ce que vous pensez que ce débat sur l'énergie qui est si prégnant, c'est important, et on le voit depuis la crise ukrainienne, a vraiment été un enjeu du premier tour de l'élection présidentielle? Alors, il a été un enjeu du premier tour en filigrane du pouvoir d'achat qui a été le vrai enjeu du premier tour, parce que les prix de l'énergie sont à la source de l'inflation, on va retrouver des niveaux d'inflation dignes du premier choc pétrolier. On est à des taux d'inflation qui vont dépasser les 5% cette année et qui pourraient atteindre, je crois que si je ne m'abuse, en Espagne, on a dépassé les 10%. Donc, comme le pouvoir d'achat est fortement impacté par l'inflation et que l'inflation est d'abord dépendante des prix de l'énergie, en filigrane, sans parler d'énergie, en parlant de pouvoir d'achat, on est obligé de parler d'énergie. Alors, donc, ce débat sur le pouvoir d'achat a peut-être plus servi Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron, même si les deux ont fait des gros scores au premier tour. Mais là, maintenant, vous qui êtes un grand spécialiste de ces questions énergétiques, j'imagine que vous avez regardé de près les programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour. Et alors, quelle est votre analyse de leur auquel feriez-vous le plus confiance pour
pour justement avoir une vision, et plus qu'une vision, savoir mener une politique énergétique utile pour les Français, c'est-à-dire souveraine, ma foi. Alors, il n'y a pas vraiment photo entre les deux candidats, puisqu'on a d'un côté Emmanuel Macron, dont le programme énergétique est en fait un coupé-collé d'un des scénarios RTE, un scénario RTE sur lequel plus de 150 personnes ont travaillé depuis 2 ans. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Les ingénieurs d'EDF, aujourd'hui, on peut encore largement leur faire confiance. Alors on peut par contre, sur le plan éthique, se dire que le programme du candidat a finalement été financé par des deniers publics, c'est-à-dire par EDF. Là, on peut se poser une question. Mais son programme est extrêmement sérieux, sauf sur 2 points sur lesquels je reviendrai peut-être après. Quant à Marine Le Pen, le mot énergie ne figure pratiquement pas dans son programme. On va dire que ce sont des grands pensifs du genre il faut assurer notre indépendance énergétique, il faut baisser le prix de l'énergie, il faut arrêter ou disons contrecarrer la précarité énergétique, mais par contre, on ne sait pas comment. Et je vais dire que ces 2 mesures principales me paraissent tout à fait loufoques. Donc la première, même 3. La première, c'est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies. Alors, je n'ai pas calculé sur l'ensemble des énergies, mais rien que sur le pétrole, que sur les carburants, passer la TVA de 20 à 5,5, c'est 12 milliards d'euros. Et donc, si vous rajoutez ça sur le fioul et l'électricité, vous pouvez pratiquement multiplier par 3. Donc, ça fait une première note ou un manque à gagner pour l'État d'une trentaine de milliards d'euros. Alors, où va-t-elle les chercher? Ça, on n'en sait rien. Alors, encore beaucoup plus loufoque, Marine Le Pen n'aime pas les renouvelables. Alors, on peut concevoir de dire on ne subventionne plus l'éolien, ou bien on arrête l'éolien, on fait un moratoire pour arrêter l'éolien, mais elle veut carrément démanteler l'éolien existant. Alors, il faut savoir que démanteler une éolienne, ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Il y en a 10 000 en France, donc c'est encore une petite note comprise entre 5 et 10 milliards d'euros. Et sa troisième proposition, c'est de se retirer du système électrique européen. Alors certes, le système électrique européen n'a pas toutes les vertus, puisque le prix est indexé sur le prix du gaz, qui est évidemment très élevé, mais par contre, c'est un peu une assurance tout risque pour nous fournir 100% d'électricité. L'assurance tout risque, ça coûte toujours extrêmement cher. Le prix à payer, c'est effectivement le prix élevé du mégawattheure, dû à l'arrêt d'un certain nombre de nos réacteurs nucléaires. Nous avons importé jusqu'à 15% d'électricité aux heures de pointe depuis nos voisins. Si on s'était privé du système électrique européen, nous aurions eu d'ici, durant le mois de janvier ou le mois de février, de nombreuses heures de blackout électrique. Donc je pense que les futurs électeurs de Marine Le Pen doivent s'équiper en gros pull pour l'hiver prochain. Et sur Macron, quels sont les 2 points que vous Alors, sur Macron, donc son programme est ambitieux mais crédible. Il y a 2 points que je critique. Donc le premier point, c'est qu'il considère, et c'est un des scénarios RTE, que nous allons baisser d'ici 2050 notre consommation d'énergie de 40%. Et quand on fait des calculs assez simples, on remarque que baisser la quantité d'énergie de 40% d'ici 2050, si on prend en compte la démographie est relativement faible, mais si on veut en plus réindustrialiser, c'est un chiffre qui est tout à fait incompatible avec une croissance économique même faible et la réindustrialisation. Les calculs que j'ai faits montrent qu'on peut difficilement aller au-delà de 25% de réduction de la consommation d'énergie. Bon, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit un grand défenseur de la décroissance économique. Donc, sur ce point, il faut faire très attention. Et bien, pardon ? Ni de la sobriété énergétique. Je pense qu'il n'y est pas plus favorable. C'est-à-dire la sobriété, j'aime pas le terme sobriété, parce que le terme sobriété, il n'est pas nécessairement choisi. Alors, est-ce qu'on fait de la sobriété qui est de l'efficacité, ou est-ce qu'on fait de la sobriété aux dépens de la croissance économique? Là, tout est là la question. Donc,
le mot sobriété peut couvrir l'un ou l'autre, il faut se méfier. Et le deuxième point du plan Macron, c'est qu'il propose 6 EPR plus 8 EPR, ce qui fait 14 EPR à plus long terme. Et en fait, quand on fait le calcul de l'électricité manquante par rapport aux réacteurs existants, dont un certain nombre vont disparaître parce que là, ils seront vraiment trop vieux, même s'ils sont carénés à l'heure actuelle. En fait, le nombre d'EPR qu'il faut à l'horizon 2050 pour couvrir l'ensemble de la consommation électrique qui aura pratiquement doublé, c'est une trentaine d'EPR. Donc 30 EPR, ça fait construire un EPR tous les ans d'ici 2050, ce qui ne me paraît pas possible. Donc ce qui veut dire que dans le mix électrique 2050, on n'y échappera pas, on gardera une part assez significative de gaz dans le mix énergétique. Et puis tout ça, c'est des enjeux à 10, 20, 30, 30 ans. Hein, 2050, c'est dans 30 ans, moins de 30 ans. Et à court terme, quoi. Qu'est-ce que va-t-on faire? Je ne suis pas certain que l'élection présidentielle permettra de clarifier, de trouver des solutions, mais c'est vrai qu'on voit bien à votre analyse que sur ces questions énergétiques, et c'est peut-être un des enjeux clés de ce second tour de l'élection présidentielle, c'est que est-ce que Marine Le Pen, qui avait beaucoup failli en 2017 sur la question de l'euro, qui avait été son grand point faible dans le fameux débat du second tour avec Emmanuel Macron, est-ce que la semaine prochaine, dans le deuxième débat, le match retour, la revanche de 2017, est-ce que sur, par exemple, cette question énergétique, ce que vous pointez du doigt, à savoir les faiblesses du programme de Marine Le Pen, sortiront-ils et seront-ils visibles aux yeux des Français? Parce que pour le moment, ça ne se voit guère, en fait. Alors, je veux dire qu'au vu de son programme énergétique, je suis assez inquiet pour elle, parce que son programme est extrêmement pauvre, il n'y a aucun chiffre dedans. Or, faire de l'énergie sans chiffres, on peut dire n'importe quoi, ça ne veut absolument rien dire, comparé à celui d'Emmanuel Macron, qui, encore une fois, par construction, est celui de RTE, donc il est au contraire truffé de chiffres. Alors, je vous dis, ce sont des grands poncifs très généraux sur lesquels tout le monde sera d'accord. Le fait de réduire notre dépendance énergétique, tout le monde est d'accord. Le fait d'avoir une énergie dont le prix doit être compétitif, tout le monde est d'accord. Le tout est de savoir comment y arriver. Et de ce côté-là, son programme pêche par une absence alarmante de chiffres et il est vraiment truffé d'imprécisions. Et donc, je dirais que si sa connaissance des dossiers est aussi approximative, des autres dossiers est aussi approximative que celui de l'énergie, je crains qu'elle revive en 2022 la débâcle de son débat de 2017. Donc, il lui reste 10 jours pour essayer d'apprendre la différence entre le mégawatt et le mégawattheure, je dirais. Philippe Charlez, je vous remercie et je vous dis certainement à très bientôt dans les colonnes d'Opinion Internationale. Merci à vous. Puis on suivra ce débat de près pour voir si mes prédictions sont véridiques ou pas. Merci à vous. Merci.